maison canadienne, elle se fait en 50 ans, à peu près, rapidement. Donc, on a adapté le costume, on a adapté la maison, on a un fusil, on peut pêcher, on peut chasser, on mange des affaires qu'on ne mangera jamais en France. Hein? La citrouille, du blé d'Inde, un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui me manque pour être heureux, donc? Oh, ciel, 50 de nous, l'autre 50 Ben oui, mon ami Colbert a dit, ben nos soldats, on va les envoyer, ils vont rester là full-time. Et là, il m'en est, on va dire, oui, mais M. Colbert, il y a 4000 jeunes hommes, puis il y a 200 jeunes femmes. C'est bien agréable pour les 200 jeunes femmes, dont les 2 tiers sont des religieuses, mais il faut quand même, hein, tu sais, bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, les filles du roi, c'est sûr, ils sont 800, ils vont arriver sur une dizaine d'années. 800, ça va à peu près équilibrer. Et la Nouvelle-France, qui fait moins de 3000 habitants en 1663, va en faire plus de 15 000 15 ans plus tard, grâce aux filles du roi qui arrivent, qui sont évidemment des filles, qui sont souvent des filles de petite fortune. Chez les filles, c'est comme les garçons. Je vous ai dit, les soldats sont souvent le 3e, 4e de la famille. Donc, je ne suis pas l'aîné, je n'ai pas la tâche, je ne suis pas le 2e, je ne suis pas le curé, je ne suis pas le 3e, je n'ai pas l'éducation. Je suis le soldat. Les filles, c'est un peu la même chose. C'est des filles de famille correctes, mais souvent la 3e ou 4e de famille. Parce qu'à l'époque, pour marier, il faut donner une dot. Hein? Donc, ton papa, il va aider beaucoup l'aînée, la 2e un peu moins, la 3e, on l'envoie chez la bonne sœur. Puis la 4e ou 5e, elle se ramasse avec pas grand-chose, elle devient une petite main, orpheline, donc elles sont souvent recueillies dans les hospices de Paris et de Dieppe. Beaucoup. Donc, des filles qui viennent de l'Île-de-France. Donc, nos ancêtres filles, ce sont des Parisiennes, pour beaucoup. Hein, d'où notre côté un peu snobinard quand même. Hein. Donc, elles viennent en Nouvelle-France parce qu'elles n'ont pas le choix. Le roi leur offre une dot. C'est modeste, c'est 50 livres, un coffre d'ouvrage. Ils viennent ici en Nouvelle-France à compter de 1668 sur un bateau. Le premier qui arrive s'appelle le Saint-Joseph. Anecdote. Il y a des gens qui viennent de la région de Montréal ici. Bon, j'inviterai les gens de la région de Montréal à bien vouloir se fermer les oreilles parce que ce qu'ils vont entendre risque de leur donner des cauchemars. Le bateau s'appelle le Saint-Joseph. Ces filles-là ont été recrutées par la femme d'un type important qui s'appelle Jean Bourdon. Les gens de Neuville, la rue Bourdon. La seigneurie de Neuville, d'ailleurs, c'est d'abord appelée la seigneurie de Dombourg, en l'honneur du fils de Jean Bourdon qui avait changé son nom. Il avait dit, bien, on va faire quelque chose d'original, plutôt d'être Dombourg, on va l'appeler Bourdon. Bourdon va être Dombourg. Donc, sa femme s'appelle Anne Gagné. Elle va faire du recrutement en France et c'est elle qui accueille les filles du roi en compagnie d'une femme de très, très bonne réputation qui s'appelle Marie Guyard, aussi connue sous le nom de Marie de l'Incarnation. Donc, les filles arrivent à bord de Saint-Joseph, Québec, 1668. Évidemment, il y a 3500 hommes qui savent que le bateau arrive. Donc, les garçons célibataires, ils font la queue aux Place Royale, pas mal, ils attendent. Et là, bien, évidemment, les 80 filles qui arrivent, une traversée un peu difficile, elles ne sont peut-être pas à leur meilleur, mais quand même. Hein, au pays des aveugles, les borgnes sont rois, donc elles vont descendre. Anecdote intéressante d'ailleurs, les filles du roi, ils font quelque chose, il y a quelque chose. Imaginez, on est en 1670. Là. Ce sont les filles qui choisissent. Donc, c'est-à-dire qu'on organise. Marie de l'Incarnation, Anne Gagné organise des rencontres. Ils rencontrent les célibataires de la colonie. Et c'est la jeune femme qui dit « Ah, lui, il m'intéresse. Ouais, lui, non, pas pantoute, ça ne m'intéresse pas. » Donc, ils ont droit à une fois. Rencontre, non, ça ne marche pas, OK. Un autre. Non, ça ne marche pas, OK. Après 3e fois, on les renvoie en France. Donc, c'est comme l'ancêtre du jeu de baseball. Une prise, 2 prises, 3 prises, vous êtes retiré. Mais dans l'histoire des filles du roi, il n'y a pas eu de retrait. La seule qu'on a renvoyée en France, c'était une jeune femme d'origine allemande qui, semble-t-il, a été un peu dévoyée. Et avait l'habitude de tourner la tête des gens mariés de Montréal. Donc, elle, on l'a renvoyée là-bas. Mais c'était le seul exemple documenté qu'on a d'une femme du roi, d'une fille du roi qui avait des mœurs trop légères. Se marient. Font beaucoup d'enfants, ils s'installent ici en Nouvelle-France. Donc, ils ont maintenant des épouses, hein, que l'on encourage à faire des enfants. Hein. Colbert va, décréter une prime substantielle pour le 10e enfant. Et on va faire ça pendant 2 siècles et demi et ça va largement contribuer à la survivance du peuple canadien-français, à tel point qu'au 19e siècle, Arnold Toynbee, qui est un grand historien britannique, va dire si à la fin des temps, il ne reste que 2 peuples sur cette planète Terre, ce sera le peuple chinois à cause de sa multitude et le peuple canadien-français à cause de sa fécondité. Bien là, on passera pour la fécondité. On l'a un peu perdu depuis un siècle, mais enfin, c'est ça. Donc, ils vont s'installer ici. Ils sont sur des terres
Bon, ils ont rencontré une fille du roi. Donc, je vais finir mon truc sur Montréal, c'est vrai. J'étais intimidé. Donc, il y en a à peu près 50 qui vont rester à Québec. Hein, qui vont rester à Québec, qui vont rencontrer des célibataires, vont décider de s'installer. Bien, sur le bateau, il en reste quoi? Il en reste 30. Le bateau continue, il repart. Il arrête où? Il arrête Trois-Rivières. Au Trois-Rivières, la deuxième plus ancienne établissement en Nouvelle-France. Donc, il y en a une dizaine qui vont débarquer. Puis là, après ça, ils continuent où? À Montréal. Vous comprenez pourquoi, depuis maintenant 200, 350 ans, il y a des historiens qui, de manière non scientifique, vont affirmer que ce qui est resté à Montréal, c'était le fond de la cale, hein? Ça paraît, hein? C'est ça. Mais vous allez me reprendre, monsieur, en vous disant que comme les femmes avaient le droit de choisir, peut-être que c'est les plus exceptionnels qui ont gardé leur choix ultime pour le bout de la ligne. Ouais. Donc, voyez-vous, donc si on regarde un peu mon colon canadien-français de 1740 par rapport à mon habitant français de 1660, pas longtemps, là, 80 ans. Il n'est pas habillé de la même manière, du tout. Okay? Il ne mange pas du tout la même chose. Les Français, à l'époque, c'est du pain, des haricots, puis du suif. Pas mal rien que ça. T'sais, une poule de temps en temps, pas grand-chose. Ici, il y a quoi? Il y a toutes ces choses. Il y a en plus les pommes de terre, les curcubicacées, le maïs, les fèves, les haricots, le chevreuil, le saumon qui fait de l'abondance incroyable. Hein? Ici, il y a de l'anguille, il y a du hareng, il y a de tout. Il y a le droit de chasser, ce qu'il n'a pas là-bas. Il y a des centaines de millions de tourtes qui volent au-dessus de la Nouvelle-France. Il suffit de prendre des grands filets, puis elles vont tomber par centaines. Les ancêtres de la tourtière. Mais on a tellement aimé la tourtière qu'on a massacré les tourtes à tel point qu'il n'en reste plus aujourd'hui. Donc, ils mangent mieux. Il n'y a pas zéro épisode de famine en Nouvelle-France, alors qu'en France, d'Ancien Régime, régulièrement, tous les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, il y a une famine. Le prix du blé augmente. Il y a des émeutes à Paris. Le roi de France prend son argent, va en acheter ailleurs, puis il l'importe pour calmer. D'ailleurs, la Révolution française, elle va être exacerbée par le fait que le royaume de France, ayant été vidé littéralement en termes financiers par son engagement aux côtés des Américains lors de la Révolution américaine, ce pauvre Louis XVI a plus de sous pour acheter du blé en 1789. Et pauvre homme, il va le payer de sa tête. C'est une manière qu'on ne trouve pas en France. Il y a le rang. Hein? Le rang, vous savez ce que c'est. On prend le chemin qui marche. Le Saint-Laurent, c'est comme ça. Nos amis algonquins, là, Québec, qui veut dire là où le fleuve se rétrécit, bien, le chemin qui marche, c'est le fleuve, dans leur langue. Et donc, on s'installe dessus, c'est la Grande Voie. Le 21 juillet, jour du solstice d'été, on fiche un bâton et on regarde à midi l'angle. Ils ne sont pas bêtes, ces gens-là. Ils savent très bien que le moment, le soleil le plus haut qui va me permettre le meilleur ensoleillement, je vais enligner mes terres le long de l'ombre. Et ça va me donner... regardez une carte, là, ce n'est pas 90 degrés sur le Saint-Laurent. Il y a peut-être 20 degrés d'écart. Ça reflète l'orientation, l'ensoleillement maximum. Et on va le faire comme ça. Des terres qui font... comment dire, c'est quoi? Donc, c'est 1 arpent par 40 arpents. Hein? Donc, c'est des traits très étroits. Donc, c'est intéressant parce que tu arrives, c'est tout boisé. Donc, tu fais ton premier bout, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Une terre, on rouvre un 2e rang, un 3e rang, un 4e rang. Puis c'est un peu comme ça qu'ici, bien, c'est devenu le 4e rang de Neuville. Et c'est devenu éventuellement Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Donc, c'est une terre qui est différente, qui est intéressante parce que on est le propriétaire, mon voisin n'est pas très loin et j'ai surtout une manière de me promener sur le Saint-Laurent ou sur ses affluents rivières qui fait en sorte qu'on peut transporter à peu près tout sans trop forcer. La richesse des habitants, des seigneuries de la Nouvelle-France, c'est le fleuve et c'est la marée. La marée te permet de prendre tes produits frais, tes produits maraîchers, tes primeurs, de l'embarquer sur une barque. Dans une marée, si tu es à Neuville, à Saint-Augustin, aux Écureuils, de descendre sur le marché de Québec. Si tu es de Château-Richer, de Beauport, de l'Ange-Gardien, tu prends la marée inverse. Donc, on peut faire un commerce extrêmement prospère. Ça explique pourquoi, en 1740, Peter Kalm, qui est un chevalier suédois qui vient en Amérique, il est renversé par la prospérité des paysans. Ils disent, voyons donc, ces gens-là, ils ont tous un cheval. C'est pas croyable. Hein?
Avoir un cheval en France, il faut être noble. Ici, on a un cheval. Non seulement on a un cheval, mais les femmes sont aussi coquettes que les plus élégantes des coquettes de Paris. Un cheval et une belle femme, quoi de mieux? Et on comprend. Et on comprend maintenant pourquoi. On comprend bien maintenant pourquoi en 1760, et je vais terminer là-dessus. Ah, ben c'est quand même pas mal. Sur 65 000 habitants de la Nouvelle-France, il y en a 3 000 qui sont retournés, mais que les 60 quelques mille habitants, citoyens, qui étaient plus des colons français, mais qui étaient devenus des habitants canadiens, ont choisi de rester ici, nonobstant le froid et la rigueur et l'invasion des Britanniques, parce qu'ils savaient très bien que les conditions de vie ici étaient supérieures à ce qu'offrait la France de l'Ancien Régime. En terminant, juste un point pour, démontrer mon propos. Après la déportation des Acadiens, parce que les Britanniques ont fait des affaires un peu pas terribles. Là. On a vu qu'ils avaient fait la guerre bactériologique contre les guerriers de Pontiac. Ils ont aussi déporté les pauvres Acadiens. C'est un des premiers exemples connus de nettoyage ethnique, d'une certaine manière. Et on les a séparés, puis on les a saupoudrés de manière à s'assurer qu'ils ne puissent pas se reconstituer. Certains d'entre eux, on l'a dit, on leur a proposé de retourner en France. Le roi de France, dans sa mensuétude, dit « Oui, oui, je vais vous accueillir dans un endroit qui s'appelle l'île de Belle-Île. » C'est une assez jolie île, ça, c'est au sud de la Bretagne. Fait que les Acadiens sont arrivés là-bas, très heureux d'être contents. 150 ans plus tard, je rentre à la maison. Bien là, ils ont réalisé que là-bas, il y avait la coupe, la gabelle, les taxes, les faussonniers, les obligations, les corvées, la dîme et qui n'étaient pas propriétaires du terrain, que les parcelles de terrain, c'était pierreux, que le seigneur était un enquiquineur de première, que le curé était aussi. Ces Acadiens-là, très rapidement, qu'ils ont fait quoi? Ils sont rentrés. Ils sont allés où? Ils sont allés en Louisiane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Ils ont vite réalisé que c'était plus le même monde. C'était plus le même monde, que le monde ici, c'était du monde différent. Puis ce monde de 1760 à travers 12 générations, bien, c'est moi, c'est vous et c'est tout le monde. Donc, s'il y a des questions, merci de votre attention. C'était vraiment un honneur d'être ici, d'être à Pont-Rouge. Hein. D'ailleurs, je vais terminer avec un... Non, ça vous. J'ai fait de mes confidences en disant que le docteur Saint-Louis, qui était le chum de mon père, travaillait au bord de la rue, puis que mes premières amours étaient au bord de la rue. C'est ça? J'ai fait ça, hein? Oui. OK, bien là, des fois, j'ai pas une si bonne mémoire que ça. Bien, merci de votre attention. S'il y a des questions... Hein? Voilà. Je suis content, je n'ai pas vu personne bâiller, sauf vous, monsieur en arrière. C'est bon. Monsieur, oui. Vous parlez de Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Oui. Cette Sainte-Jeanne. Sainte-Jeanne de Cantal, c'est une Chantal, c'est ça. C'est une espèce de... C'est comme Saint François de Sales. C'est une religieuse de la contre-réforme catholique qui faisait œuvre auprès des malades, je pense. Hein? C'est ça, c'est une fondatrice d'un ordre religieux. C'est une très grande amie de Saint François de Sales, hein, c'est ça. Contre-réforme catholique, 1620, 1630 à peu près. Pardon? Sainte-Jeanne de Chantal par rapport à ça. Par rapport que c'était proche. Elle était proche de Saint François de Sales, qui était, lui, le patron à Neuville. Mais c'est vraiment, là, je vous ai dit tantôt que les gens qui sont venus ici, ce sont des catholiques militants, la contre-réforme. Ce sont des gens qui croient beaucoup. Alors, ces saints-là, qui sont des saints français du 17e siècle, qui sont très, très pour la récupération des protestants, bien évidemment, ils deviennent des vedettes locales importantes. Et on va leur donner souvent leur nom. C'est Saint-Vincent de Paul, par exemple. C'est la même époque. Saint-Vincent de Paul, Saint-François de Sales, Saint-Jeanne de Chantal. Même période. Oui, monsieur Pavard? À votre avis, le petit peuple, dans les premiers qui sont arrivés ici, est-ce qu'ils se doutaient que leur présence amenait les épidémies chez les Autochtones? Non. Ou c'était juste quelques personnes? C'est-à-dire, il n'y a pas de petit peuple en Nouvelle-France avant 1665. C'est très parcellaire. Il n'y a pas de monde ici. Il y a quelques colons dans la région de Québec. Il y a les coureurs des bois. Donc, il n'y a pas de réseau d'information. Le colon, il faut qu'il se batte pour abattre son arbre, monter son truc. Il ne le sent pas. C'est vraiment au contact des communautés amérindiennes qui, elles, se trouvent plus à l'ouest. Hein. Au fur et à mesure où on avance, elles sont nombreuses, on les voit.
et plus les sédentaires que les nomades. Les nomades vont être moins victimes. Essentiellement, beaucoup les sédentaires, parce qu'une fois qu'un jésuite arrive dans un village iroquoien, il est là. Donc, puis c'est un univers fermé. Tu sais, donc, mais le... Les Jésuites le savaient. Ouais, bon, oui. Les Autochtones le savaient. Ils voyaient très bien que ça mourait. Bien, Oui. mais le monde ordinaire, le français Non. standard, Non. c'était hors de sa capacité de compréhension. C'était pas dans son univers. Lui, son univers, c'est qu'il faut qu'il construise sa maison, il faut qu'il soit capable de la construire avant l'hiver. Petit exemple, le mortier là-bas, il est tellement bien fait qu'il va durer longtemps parce que c'est un mortier qu'on prépare une année à l'avance. On fait un gros trou dans le sol, on met du sable, on met de la chaux, on met du crin de cheval. On invente le béton armé d'une certaine manière, on referme de l'eau, on referme tout ça. Pendant un an, ça se fait, ça se forme. Et l'année suivante, bien, on a dépierré, donc on a tous les moellons, on prend le mortier, on va construire avec. Donc, ils sont des débrouillards, le système D avec un grand B, et c'est d'autant plus extraordinaire que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'instructions chez les hommes, mais qui en ont beaucoup plus chez les femmes. Les femmes de Nouvelle-France, parce qu'elles ont été, à travers les hospices des Bonnes Sœurs, à Paris, à Dieppe, en Normandie, à Rouen, partout, savent plus écrire, savent plus coudre, elles savent tellement bien faire les choses que la deuxième année, on va demander à Anne Garnier de retourner à Paris avec des instructions très fermes de la part des colons en disant « Madame Garnier, la prochaine vague de filles du roi, essayez de les prendre un peu plus costaudes, parce que celles qu'on a, ils sont un peu trop fancy. » Donc, il va... Parce qu'on veut quelqu'un qui est capable non seulement de faire des enfants, mais aussi de dépierrer les terrains. Monsieur, madame, oui, monsieur. Le chiffre que vous disiez tantôt chez les Donnacona. Vous avez dit ça passait de 60 000 à 400? Oui, à peu près en 50 ans. En 1610, Champlain arrive, il se lie avec ce qu'on appelait les Hurons, le Wendake à l'époque. 60 000, on lui dit, c'est le plus grand peuple. Il y a à peu près 100 000 Iroquois, dont 60 000 qui sont des Wendat. Quand Chaumonot arrive ici, bien, il arrive avec 400. Probablement, il y en a quelques centaines, sinon quelques milliers, qui vont être adoptés par les Iroquois. Vous savez que là-bas, on ne massacre pas les prisonniers, on les adopte souvent. Mais la nation Wendat est rendue à 400-500. Quand Murray va écrire le fameux laissez-passer après la chute de Montréal auprès des guerriers Hurons, on va faire un recensement en 1763 ici à la Jeune Lorette, puis on en dénombre moins de 150. C'est ça. Monsieur? Je voulais savoir, il y a eu beaucoup de métissage, les fameux coureurs des bois. Oui, eux autres, oui, beaucoup. Est-ce qu'il y amenait des maladies ou Ben, notamment. ça a été répertorié? C'était le deuxième vecteur. Il n'y avait pas un que les Jésuites qui amenaient des... Non, les coureurs des bois, c'est clair. Non, les coureurs des bois, c'est clair. Ils avaient, eux, ils portaient les bacilles, les virus, un peu tout, là, c'est sûr. Tous les Européens l'avaient. Anecdote intéressante, les coureurs des bois, lorsqu'on fait l'étude des noms anciens des propriétaires de terres dans les seigneuries de la vallée du Saint-Laurent. Okay? J'ai fait ça, moi, dans ma jeunesse folle. J'avais pris le terrier de la seigneurie de Neuville, puis on avait remonté les titres de propriété jusqu'à l'origine, 1665, et on voyait des noms de famille qui disparaissaient. Et une des hypothèses que l'on avait, qui semble s'être prouvée, c'est que, je vous ai dit, les gens qui venaient ici, c'était de trois choses l'une. Ils servaient le roi, ils servaient le bon Dieu ou ils servaient leurs intérêts. Il n'y en a pas beaucoup qui venaient ici pour faire de la colonisation comme telle. Donc, ils venaient ici et essayaient d'avoir une possibilité d'aller faire la traite. Donc, il y a beaucoup de ces noms qui disparaissent. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le type s'est peut-être noyé en montant en canot dans les rapides de la Chine, mais il s'est peut-être installé là-bas pour faire son commerce. Et il a rencontré une Amérindienne, sympathique, etc., etc. Le marié a fait une famille. Chez les Amérindiens, c'est le matriarcat. Les enfants ne portent pas le nom du père, mais le nom de la mère. Ce serait l'une des explications qui nous permet de comprendre pourquoi des noms de famille qui étaient pourtant bien installés ici, soudainement disparaissent dans nos relevés des propriétés des seigneuries. C'est bon? Autre chose? Ben, sinon, merci beaucoup. Hein? C'est un honneur et une joie d'être à Pont-Rouge. Merci.
Fait que pour ceux qui ne connaissent pas la Maison des Ries, c'est un site historique classé, puis également une institution muséale reconnue. Puis, comme vous avez pu le voir, c'est une maison qui est située dans un paysage exceptionnel, je dirais dans les plus beaux de Pont-Rouge, du comté de Portneuf, puis bon, tant qu'à être dans les histoires de pêche de la région de la Capitale-Nationale. Donc, oui, du Québec. Pas d'exagération ici. Puis, la maison rurale du 18e siècle a vu être un passage idéal pour le chemin du roi pour passer la rivière Jacques-Cartier. Puis ensuite, vous devez vous douter pourquoi la maison est ensuite devenue un endroit privilégié pour la pêche. Il y avait plusieurs riches anglophones qui venaient pêcher dans le coin. Puis ensuite, il y a plusieurs artistes aussi qui sont passés par la Maison des Ries pour capturer la beauté de la gorge ici de la rivière Jacques-Cartier, dont notamment l'aquarelliste James Cockburn et le peintre Cornelius Krigoff. Et désolée, j'avais besoin de mes notes pour me souvenir de ces noms-là. Puis, depuis 2009, il y a une exposition permanente qui explique un peu toute l'histoire de la Maison des Ries. Puis, en 2016, on a décidé de un peu élargir nos horizons pour présenter un autre aspect de la Maison des Ries, de l'histoire de la Maison des Ries aux gens de Pont-Rouge et de la région.